Ils font partie d'un club très privé. La garde rapprochée de l'homme le plus puissant du monde. Et leur parole est rare. Ils ont tous travaillé avec Donald Trump. Un secrétaire d'État, son ancien directeur de la communication, son ex-stratège en sécurité et Steve Bannon, le gourou de celui qui est devenu le président le plus déroutant de l'histoire de l'Amérique. En près de 4 ans, Donald Trump a révolutionné la manière d'exercer le pouvoir, à grands coups de superlatifs. We will make America great again. Et de déclarations farfelues, comme quand il suggère de faire boire de l'eau de Javel pour tuer le Covid-19. Right, and then I see the disinfectant injection inside or almost a cleaning. Ce président, qui ne ressemble à aucun autre, peut-il de nouveau créer la surprise? Que se passe-t-il vraiment dans l'intimité de la Maison-Blanche? Comment dirige-t-il le navire? Le président Trump n'aime pas que tout le monde pense la même chose. Il aime les débats houleux. Il nous fait venir avec Steve dans le bureau ovale. Il voulait voir un combat de coq. Et Steve et moi, on a gagné. Donald Trump est-il vraiment un homme brutal et impulsif? J'ai appris que j'étais licencié par tweet. Je ne m'étais pas préparé à ça. J'étais atomisé. C'est un vrai connard. Sa plus grande force, c'est qu'il comprend tout de suite les faiblesses des gens. Un colosse qui cache aussi des failles profondes. Vous savez, un pigeon qui se balade dans vos parcs à Paris, eh ben, il a plus d'amour-propre que le président Trump. Erratique, brouillon, sanguin pour les uns. Il a aussi un génie instinctif. Il m'a dit, vous êtes une tueuse. Il m'a aussi dit, les hommes sont meilleurs que les femmes. Mais une femme exceptionnelle vaut mieux que 10 hommes brillants. Nous avons rencontré ceux qui connaissent les secrets du président, qui l'ont côtoyé pendant ses 4 années de pouvoir. Ils nous ont livré les clés de celui qui reste pour le monde entier une énigme. Elle est l'objet de tous les fantasmes. Le pouls du pouvoir américain. La Maison-Blanche se dresse au cœur de Washington, immuable depuis 1800. Le bureau ovale a vu passer 14 présidents depuis Franklin Roosevelt. C'est ici qu'ont été prises la plupart des décisions qui ont changé le monde. What have you done to make this yours? Well, a lot of things. We had these incredible flags, including the American flags, and they were in different rooms. Dès son arrivée, Donald Trump imprime son style grandiloquent, And I said, well, let's see how they look at the Oval Office. mais aussi décalé. The White House is special. The Oval Office, very special. Right here, see this? These are phones. These are very, secure phones. But this is a very ominous looking because of the red button. What does that get you when you Well, it press gets the you a red button? Coke or it gets you a Pepsi. Et le président utilise ce bouton compulsivement. Anthony Scaramucci, son ancien directeur de la communication, l'a vu commander des dizaines de Coca Light par jour. Il y a une petite boîte en noyer avec un émetteur radio à l'intérieur. Et le président, il appuie dessus pour appeler le personnel de la Maison-Blanche. Donald Trump a surtout radicalement changé l'esprit du bureau ovale. Allergique à la bureaucratie, il est extrêmement accessible. Il aime travailler dans le bruit, entouré d'un staff éclectique. Une cour qui fourmille autour de lui. Un défilé de subalternes qui rôdent parfois sans idée précise. David Shulkin a vécu pendant 13 mois dans ce bureau. Il le connaît par cœur.
Le président Trump adore le bureau ovale. Et contrairement à de nombreux présidents qui le réservaient aux invités VIP, il aime y être. Quand j'étais là-bas, les gens mettaient leurs pieds sur les chaises et se vautraient sur les canapés, et ça ne le dérangeait pas. Tout le monde rentre dans le bureau de Trump quand les gens le veulent. Mais ça, c'est normal, parce que Trump a été élu à 70 ans, et toute sa vie, il a dirigé une petite entreprise. Et lui, il arrive à la Maison-Blanche, et il gouverne les États-Unis comme il gouvernait l'organisation Trump. Quand le président milliardaire est arrivé au pouvoir il y a 4 ans, il avait un gigantesque handicap qui a marqué toute sa présidence. Il ne connaît personne. C'est le premier président américain à n'avoir jamais fait de politique ou de carrière militaire. Donc il n'a aucun allié, aucun conseiller sur qui compter, contrairement à tous les anciens présidents. Isolé, sans réseau politique, il gouverne avec des personnes totalement iconoclastes. I state your full name. Do solemnly swear. Il choisit d'abord des membres de sa famille. Jared Kushner, son gendre, qui travaille alors dans l'immobilier, devient haut conseiller. Une mannequin de 28 ans, Hope Hicks, directrice de la communication. Ou encore le très controversé Steve Bannon, patron d'un journal d'extrême droite, qui avait toujours cru en lui. Quand j'ai été nommé directeur de sa campagne, il était à 10, 12, 14, 16 points en fonction des sondages. Et à l'époque, je lui ai dit, si je te suis, c'est parce que je suis sûr à 100% que tu vas gagner. Right? Great group. It's a great group of people. And if they're not, I will let you know about it. This is the bad news about being the I will let you know if they're not doing the job, okay? I'll praise them if they're doing it, and I'll let you know if they're not doing it, but they will do it. They're going to do a fantastic job. I'm so proud of them. I know them so well. Et pour faire partie de l'affiche, il a fallu convaincre. Les anciens mousquetaires de son gouvernement que nous avons retrouvés racontent tous un premier contact saugrenu. Il faut séduire le patron, avoir le plus de bagou possible. Sébastien Gorkas se souvient du jour où Donald Trump l'a propulsé stratège de la Maison-Blanche. J'avais rendez-vous à la Trump Tower. J'étais assis en face du président, aussi proche que vous et moi. Et on a eu une conversation incroyable. La sécurité nationale, la guerre civile, Daesh. Et typique de Trump, au milieu de la conversation, il s'arrête, il regarde l'un de ses conseillers et il dit « J'adore cet homme, on l'embauche ». Il recrute à l'instinct, se soucie peu des CV. C'était déjà sa méthode au temps des affaires. Barbara Ress a été l'architecte de la Trump Tower. Elle a travaillé à ses côtés pendant 18 ans. Elle a encore en tête ses mots chocs lors de son entretien. Quand il m'a embauché, il m'a dit « Vous êtes une tueuse ». Et c'est ça qu'il veut. Il m'a dit aussi « Les hommes sont meilleurs que les femmes, mais une femme exceptionnelle vaut mieux que 10 hommes brillants ». Un homme qui aime qu'on le surprenne, mais qui, sous ses allures intraitables, est en fait très influençable. Pour faire des arbitrages politiques, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Ceux qui l'ont conseillé dans l'ombre nous racontent les coulisses d'une prise de décision historique. Le président Trump n'aime pas que tout le monde pense la même chose. Il veut des conseillers différents et il aime les débats houleux et surtout que le meilleur gagne. Un jour, il nous fait venir Steve et moi dans le bureau ovale. Tout le monde était là. Et il nous a dit « Ok les gars, on fait quoi à propos de l'Iran? Je veux me retirer de l'accord nucléaire, mais vous devez me convaincre. » Steve et moi, on a défendu notre position. Pour nous, c'était financer le terrorisme, il fallait arrêter ça. Et tout le monde a dit « Ne faites pas ça, les gouvernements européens ne seront pas d'accord. »
Trump, lui, il voulait voir un combat de coq. Steve et moi, on a gagné. Le mois d'après, il s'est retiré de l'accord. En quelques minutes, il met fin à tout un processus négocié depuis 5 ans par Barack Obama et les pays européens. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. Pour convaincre Donald Trump, il y a un certain nombre de règles à connaître, car il a une manière de travailler très différente des autres présidents. Il nous a prévenus dès le début. Je n'écouterai aucun briefing, je ne lirai aucun compte-rendu. Il disait, les gens peuvent venir me parler pendant 20 secondes et je saurai au fond de mes tripes quoi faire. La plupart des gens qui l'entendent ne comprennent pas ça, ils essaient de lui fournir des détails parce qu'ils font comme si c'était un homme politique. Mais ce n'en est pas un. C'est un enfant de 7 ans. Il est très immature. Son esprit est assez chaotique, donc il classe les choses de façon binaire. Oui ou non. Tout ce qui n'entre pas dans cette organisation provoque chez lui de l'anxiété. Au bout du compte, il n'arrive même plus à comprendre les idées complexes. Le président a besoin pour trancher qu'on lui fasse des récits imagés. Anthony Scaramucci avait une recette très personnelle pour l'obliger à l'écouter. Il faut lui dire les choses presque par hasard, à travers un récit. Vous ne pouvez pas lui dire, voilà, il y a eu un schisme religieux quelque part. Non. Il faut lui dire, tu te souviens du film Laurence d'Arabie? C'était un film génial, je vais te raconter ce qui se passe dans ce film. Et là, vous pouvez lui fournir des informations. Le faire rire, le prendre par la main, comme le rappeur Kanye West ce jour-là. Mais la clé ultime pour le convaincre, c'est d'être là au bon moment. Il faut simplement être le dernier à quitter la pièce. Il faut juste rester là, alors tout le monde lui dit « il faut faire ci, il faut faire ça ». Rien de tout ça ne compte. Mais une fois la nuit tombée, quand il ne reste que vous, vous dites « vous savez, si on fait ça, ce serait bien ». Et là, il répond « ouais ». Et il écoute la dernière personne qui a parlé. Et souvent, les derniers dans la pièce sont ceux qui ont un accès permanent au Roi Soleil, les membres de sa famille. Jared Kushner, son gendre, et sa fille Ivanka sont devenus au fil des ans les plus puissants de ses conseillers. Ils ont évincé tous les autres. Alors que le président est farouchement opposé à une intervention en Syrie, un soir, c'est sa fille qui va faire basculer son jugement. Il ne voulait pas y aller parce que c'est un isolationniste qui n'était pas favorable à une intervention militaire. Et sa fille, sur la base de photos, a réussi à l'émouvoir. Des images cruelles où l'on voit des enfants syriens morts d'agonie après avoir inhalé du gaz sarin envoyé par Bachar al-Assad. Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, il procède à des frappes en coordination avec la France et le Royaume-Uni. Il a frappé. Mais il est resté Trump. C'est-à-dire qu'ensuite, il n'y a pas eu de suite. Il s'en tient là. Il prend des décisions à chaud, mais qui ne s'inscrivent pas dans une stratégie. Il n'y a pas de stratège dans l'avion. Un président qui préfère suivre ses intuitions plutôt que les experts. Début 2020, quand le coronavirus s'abat sur les États-Unis, il minimise la gravité de la situation. Pendant des mois, il refuse ostensiblement de porter un masque, un signe pour lui de grande faiblesse. I'm feeling good. I just don't want to be doing, I don't know, somehow sitting in the Oval Office behind that beautiful Resolute desk. The great Resolute desk. I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens. Puis, quand le bilan dépasse les 150 000 morts, il finit par dire l'inverse. Well, I do actually do it when I need. I mean, I carry the mask when I have to go. I went into Walter Reed Hospital the other day. I have the mask right here, and I carry it, and I will use it gladly. No problem with it. And I've said that, and I say,
If you can, use the mask. When you can, use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group. Un chef d'État versatile qui choisit de mener sa barque comme il l'entend, à l'opposé de tous les usages. Même son emploi du temps n'a rien de celui d'un président. L'aube ne va pas tarder à se lever sur Washington et la Maison-Blanche. Au deuxième étage, une seule lumière est allumée. Un seul homme s'affaire déjà. À 74 ans, le président des États-Unis tient à son rituel matinal. Il ne dort que 3 ou 4 heures par nuit. Et qu'est-ce qu'il fait le matin? Il a toujours fonctionné comme ça. Il passe la majeure partie de son temps à regarder la télévision. Il se lève extrêmement tôt, il allume la télé et il la regarde toute la matinée. Dans sa chambre, dès 5 heures du matin, il suit le spectacle de sa propre gouvernance et scrute les interventions de ses conseillers. I don't like anyone lying. I don't like anyone lying, and you shouldn't like anyone lying, and I know you don't, and the voters shouldn't like anyone lying. I don't, by the way, but I have lied. Il faut se lever à 5 heures du matin, regarder toutes les émissions, parce qu'on sait que lui aussi va les regarder. Ce culte de la télévision a toujours beaucoup amusé son secrétaire d'État aux anciens combattants. Il veut être sûr de bien comprendre comment les médias parlent de lui, comment il est perçu par le peuple américain. Comme Donald Trump aime qu'on le brosse dans le sens du poil, il regarde surtout Fox News. Le ton est conservateur et l'émission Fox and Friends, sa préférée, flatte le président. Le président a toujours eu un lien très fort avec Fox News. Il a même le téléphone de certains producteurs qui l'appellent quand il veut intervenir en direct. Parfois, c'est même à la dernière minute. Et on voit que les présentateurs eux-mêmes ne savent pas trop à quoi s'attendre. Il intervient en direct pour vanter sa politique, comme le mur de séparation avec le Mexique. So the wall is going up. It's going up rapidly. We're going to have over 400 miles of wall built by the end of next year. The wall is very important. Ce jour-là, je dirais qu'il a parlé 1 heure. Et on ne peut pas l'interrompre? C'est le président des États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez dire? S'il vous plaît, taisez-vous. Vous ne pouvez pas faire ça. Donald Trump regarde la télévision pendant 6 heures, jusqu'à 11h30. Il reste dans ses appartements privés, 13 pièces, un étage luxueux et cosy. C'est très bien rénové, c'est vraiment joli. Je dirais que c'est meublé dans un style colonial. Il y a beaucoup de meubles anciens. Certains ont été offerts par l'Europe, d'autres sont typiquement américains. C'est très bien conservé. Le président et Melania, son épouse, font chambre à part. La First Lady et leur fils Baron vivent au-dessus, au 3e étage. Donald Trump déjeune tôt. Et pas besoin de grands cuisiniers, ses goûts culinaires sont extrêmement basiques. Il mange beaucoup de hamburgers. Il a une aversion pour la salade, il n'aime pas tout ce qui est légumes. Il aime la junk food, il mange beaucoup de bonbons. Il a les goûts d'un petit Américain de 7 ans. Donald Trump assume et se délecte à mettre en scène son côté président proche du peuple. Comme ce jour où il invite à déjeuner à la Maison-Blanche les joueurs d'une équipe de football. Do we give you some little quick salads that the First Lady will make along with the Second Lady? They'll make some salads. And I said, you guys aren't into salads. Or do I go out, Lindsey Graham and Tim Scott, do I go out and send out for about 1,000 hamburgers? We have Big Macs, we have Quarter Pounders with cheese, we have everything that I like, that you like. And I know no matter what we did, there's nothing you can have that's better than that, right? Last year we skipped a year. Donald Trump a des lubies. Il va même jusqu'à s'inviter dans la salle de bain des Américains. Il fait changer les normes des douches, dont le débit était limité pour économiser l'eau. You take a shower, the water doesn't come out. You want to wash your hands, the water doesn't come out. So what do? You just stand there longer, or you take a shower longer? Because my hair, I don't know about you, but it has to be perfect. Perfect. Ce président jovial et débonnaire est d'ailleurs obsédé par la propreté.
Il a même des tics. Il ne supporte pas la saleté et tout ce qu'il ne considère pas hygiénique. Il se lave les mains tout le temps, il fait extrêmement attention aux personnes qui touchent ses boissons et sa nourriture. Il a même dû prévenir le personnel de la Maison-Blanche pour que personne ne touche à ses verres et à ses pailles. Donald Trump accorde sa confiance à un nombre restreint de personnes. Il est sujet à des accès de paranoïa et vit à la Maison-Blanche comme dans un camp retranché. Il déteste Washington et l'administration. Alors dès qu'il le peut, il s'enfuit. I'm back in the center of the American heartland, far away from the Washington swamp, to spend time with thousands of true American patriots. Il a créé cette expression, le swamp, qui signifie marécage, pour parler de la machine administrative qu'il conspue. Ses fans adorent. Mais il y a un endroit où il se sent vraiment chez lui, la Floride. Il y passe quasiment tous les week-ends. Au milieu des palmiers et des milliardaires businessmen, il redevient Donald Trump. Son club privé de luxe de Mar-a-Lago à Palm Beach est sa deuxième maison. Il l'appelle d'ailleurs la Maison Blanche d'hiver. C'est notamment ici qu'en pleine crise du Covid, il reçoit le président du Brésil, Jair Bolsonaro. C'est aussi en Floride qu'il joue régulièrement au golf. Depuis le début de son mandat, Donald Trump a passé 266 jours sur ses 17 parcours privés. Dans ce clip de campagne du printemps 2020, ses adversaires démocrates moquent un président dilettante. Pendant qu'il soigne son swing, la jauge des morts du Covid explose. Il piétine les conventions. Mais l'électorat de Trump lui reste farouchement fidèle. Vous savez, il y a cette phrase, il a dit un jour, Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. C'est sur ce socle que Donald Trump s'appuie à chaque fois pour rebondir. Il mise aussi sur sa chance, son culot et son incroyable bagou. C'est au cœur de l'Amérique de la classe moyenne, celle des matchs de baseball et des pelouses bien tondues, que Donald Trump vient vendre sa nouvelle campagne. Nous sommes en Pennsylvanie, dans la petite ville d'Hershey, connue pour son usine de chocolat. Le spectacle commence sur le parking. 10 000 personnes vont attendre pendant 5 heures l'ouverture du meeting du président. Rhonda et Roxane sont venues entre sœurs voir de près la bête de scène. Pourquoi vous l'aimez? Il fait ce qu'il dit. Il a fait le mur. Il essaye de protéger l'Amérique comme aucun président ne l'a fait avant. Ici, tout le monde connaît la vie du président, est très attaché à son clan, en particulier à la First Lady. Mais Donald Trump, c'est aussi une signature visuelle. Un look simple,
et efficace. Cravate écarlate, mèche jaune, le président doit être immédiatement reconnaissable. Avant de donner le coup d'envoi du one-man show. Ici, comme partout où il se déplace, Donald Trump magnétise la foule. Our people are stronger and our people are smarter. Et même s'il fait face aujourd'hui à la plus grande récession de l'histoire, il garde une arme, flatter son auditoire. And we are the elite. You're the elite. You are. You're smarter. You're better looking. You have a better future. You know your way around better, believe it or not. There's only one thing they have. They're more vicious. They are vicious. They are vicious people. Dans chacun de ses meetings, Donald Trump n'oublie jamais l'incontournable quart d'heure où il épingle ses ennemis. Ce jour-là, il réserve ses meilleures flèches à son adversaire démocrate Joe Biden, surnommé Sleepy Joe, Joe l'endormi. Could you imagine if Sleepy Joe ever became president, this country would be a mess. They would rip down everything. Everything. Sleepy Joe. And you know, today he's with Obama, President Obama. It only took him, how long, a year and a half to endorse him? What did it take, a year and a half to endorse him? Even after he won, he didn't endorse him for a long time. And he's fighting for Sleepy Joe. You know, he really feels strongly about it, so strongly that he was fighting. He wanted everybody to win, but Joe won. But if you remember in my campaign, he was all over the place. I said, this guy's spending all of his time campaigning against me. Who won? That's right. Génie de la communication, le 45e président des États-Unis est une marque connue dans le monde entier. Un label qu'il n'a pourtant pas créé tout seul. Tout s'est joué au 26e étage de la Trump Tower en 2009, avec l'aide d'un homme. Peter Costanzo, venu lui faire l'article d'un nouveau réseau social alors quasiment inconnu, Twitter. Donald Trump est à l'époque un célèbre homme d'affaires new-yorkais et aussi la star d'une émission de télé-réalité. Son équipe a fait appel à Peter pour gérer sa notoriété. Ils m'ont présenté et je lui ai expliqué comment marchait Twitter. Je lui ai tout montré sur mon ordinateur, il a écouté très attentivement. Je crois qu'il a tout de suite compris et aimé l'idée que le public allait directement recevoir ses messages et qu'il n'y avait aucun filtre. Il crée un compte, invente le nom à Trial Donald Trump et le coach pendant 1 an. Donald Trump devient Mr. Tweet. Au début de son mandat, il envoie 9 tweets par jour, mais de plus en plus accro, il se met à tweeter compulsivement. Il atteint son record en mai 2020 avec 468 tweets en une seule semaine. Les journalistes du New York Times ont épluché, analysé les 11 000 tweets depuis son élection pour tenter de comprendre comment il gouverne. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il tweete le plus souvent tôt le matin quand il est à la Maison-Blanche, tout seul. Sur la globalité de ses tweets, 50% sont des insultes. Par exemple, quand il traite Hillary Clinton de corrompue. Cette corrompue d'Hillary s'est encore faite attraper. C'est une catastrophe. Quand il ne publie pas des provocations, il glorifie sa politique. 20% de ses tweets parlent de lui. Votre président préféré de tous les temps en a assez d'attendre que la Chine se décide à acheter les produits de nos fermiers, qui sont les meilleurs du monde. Je serai de loin le meilleur pour combattre le terrorisme. Je suis le seul qui avait raison depuis le début.
Il passe son temps à faire sa pub. À chaque fois qu'il parle, il parle de sa grandeur, à quel point l'économie se porte bien, à quel point il en a fait plus que les autres présidents, qu'il a adopté plus de lois, qu'il a baissé les impôts. À chaque fois. Il lui arrive même de retweeter ses propres tweets. Des messages vantards, mais aussi des mensonges ou des déclarations farfelues. Une enquête de décembre 2019 révèle que Donald Trump a raconté 15 413 mensonges depuis qu'il est au pouvoir. Près d'un quart sont publiés sur Twitter. Il a déclaré que son père était né en Allemagne. J'adore l'Allemagne, mon père y est né. Or, il n'est pas né en Allemagne, vous voyez. Donc, où il déclare à Emmanuel Macron, il dit « Pourquoi tu ne manges pas d'OGM ?» Alors Emmanuel Macron dit parce que les Français ne veulent pas. Et il dit mais tu devrais puisque nous on a une espérance de vie bien meilleure que la vôtre. Alors l'espérance de vie américaine c'est 5 ans de moins que la France. Donc il dit ce qui lui passe par la tête pour soutenir sa position. Pour Donald Trump, la vérité n'est pas importante. Il faut allécher les citoyens, soigner l'emballage. Alors il poste des photos humoristiques, des blagues. Il a tweeté une photo de lui en Rocky avec sa tête superposée dessus. Vous regardez ça, vous vous dites, mais pourquoi le président des États-Unis fait un truc pareil? Ben en fait, ses électeurs adorent. Avec 85 millions d'abonnés, cette communication sans filtre peut avoir de lourdes conséquences. Comme ce jour où, dans un tweet impulsif, il annule la commande de 2 nouveaux Air Force One d'un montant de 4 milliards de dollars. L'action Boeing chute radicalement. Conscient des dangers de son obsession pour Twitter, son staff a même essayé de le contourner. Ses assistants ont essayé de négocier avec Twitter pour obtenir un délai de 15 minutes avant la publication de chacun de ses tweets. Ils avaient peur qu'il dise quelque chose qui puisse déclencher une guerre. Finalement, la direction de Twitter n'a pas donné suite. D'après ses proches, le président n'aurait de toute façon pas supporté. Il est connu pour ses colères noires et déteste qu'on lui résiste. Donald Trump a été élevé à la dure dans le New York des années 60. Sa mère Marie est froide et se désintéresse de ses 4 enfants. Il grandit dans les quartiers huppés du Queens. C'est un gamin agité et violent. Quand il avait 5 ou 6 ans, les autres avaient peur de lui à l'école, parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer. Il rentrait dans des rages terribles contre les professeurs et les autres enfants. Après les cours, il passait son temps en salle de retenue. Ils avaient même trouvé un nom pour cette salle. Ils l'appelaient la salle Donald Trump. Sa relation avec son père, célèbre magnat de l'immobilier, l'a marqué dans sa chair et façonné. Fred Trump était despotique. Il voulait que ses enfants se voient comme des gagnants, se comportent comme des gagnants. Il pensait que la vie était une lutte. Il disait soit on gagne, soit on perd. En 71, il reprend l'entreprise familiale et hérite de 350 millions d'euros. Mais son père continue à surveiller tout ce qu'il fait. La peur, c'est la clé. Il avait peur de son père. Et son père lui a appris « Ne montre jamais que tu as peur. Sois un tueur. » Donc il est devenu celui que tout le monde craint. Si vous manquez de confiance en vous, vous en faites des tonnes. Si vous avez une faible estime de vous, vous devenez un tyran. Mais c'est le cas? Vous savez, un pigeon qui se balade dans vos parcs à Paris, eh ben, il a plus d'amour-propre que le président Trump. L'insécurité affective et la peur de paraître faible le poussent à être toujours plus brutal. Comme dans une cour de récré, il singe ici l'un de ses adversaires démocrates, Michael Bloomberg. He's not going to do well, but I think he's going to hurt Biden, actually. But he doesn't have the magic to do well. Little Michael will fail. He's always needling. Il passe son temps à harceler. Sa plus grande force, c'est qu'il comprend les faiblesses des gens et il les ridiculise.
Ça peut être une caractéristique physique, si vous êtes chauve, gros ou petit. C'est un vrai connard. Mais c'est avec ses propres collaborateurs que Donald Trump est le plus violent. Il a licencié plus d'une centaine de personnes. Eux ont accepté de se confier car la blessure est encore à vif. J'ai appris que j'étais licencié par tweet. Je n'étais pas préparé à ça. J'étais chez moi et ma femme m'a dit qu'elle venait de recevoir le tweet. J'étais atomisé. Alors on n'a rien dit pendant un long moment et j'ai ensuite réalisé qu'il n'y avait rien à dire de plus. Anthony Scaramucci a eu l'espérance de vie la plus courte de la Maison-Blanche. Il est resté 11 jours directeur de la communication avant d'être écarté. Je rentrais de New York, j'arrivais à Washington, et Nick Ayers, qui était un bon copain, m'appelle sur mon téléphone perso. Et il me dit « Pourquoi tu réponds pas sur ton téléphone professionnel, celui de la Maison-Blanche, qui est sécurisé ?» Alors je lui dis « Ok », je l'allume, et il était déconnecté. Ils avaient coupé la ligne, alors j'ai compris que je me faisais virer. La Maison-Blanche sous Donald Trump a vu passer des dizaines et des dizaines de ministres et conseillers. La valse des membres de son cabinet est permanente. Le président Trump a perdu 80% de son staff depuis le début de son mandat. Rien que la première année, il y a eu 36% de turnover. Le président Obama, à la même époque, avait perdu 6 ou 7%, et c'était encore moins pour le président Bush. Donc, comparé à ses prédécesseurs, la valse est juste hallucinante. J'ai jamais vu ça. L'ambiance au gouvernement ne peut pas être pire. Vous avez vu des gens pleurer dans les couloirs? Oh oui, beaucoup de gens de mon ministère. Et j'avais envie de les protéger et de leur dire que tout allait bien se passer, mais j'ai vu énormément de gens détruits. Anthony Scaramucci est resté très amer. Il connaissait Donald Trump depuis de longues années, mais aujourd'hui, après son éviction, ils ne se parlent plus. Il brûle les gens. Je ne suis qu'un tout petit point dans la constellation de sa folie. C'est comme un dieu inca, il croit dans le sacrifice humain. Quand il voit quelqu'un de compétent, de brillant ou de beau, il le prend et le jette dans le volcan de son propre enfer. La férocité et le cynisme du patron s'expriment aussi avec la presse. Donald Trump fonctionne au rapport de force. Ses relations avec les médias sont délétères. Sonia Dridi suit la politique américaine pour plusieurs chaînes françaises. Elle était au premier rang lors d'une altercation devenue emblématique. Un face-à-face entre le président et un journaliste de CNN. Jim Acosta insiste pour lui poser une question qui avait un lien avec la caravane de migrants dont Donald Trump n'arrêtait pas de parler à cette époque. That this caravan was an invasion. As you know, Mr. President, I consider it to be an invasion. As you know, Mr. President, caravan was not an invasion. It's a group of migrants moving up from Central America towards the border with the U.S. Thank you for telling me that. And why did you characterize it as such? Because I consider it an invasion. You and I have a difference of opinion. But do you think that you demonized immigrants? I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. On se demandait un peu ce qui allait se passer, surtout quand donc cet employé de la Maison-Blanche est venu pour essayer de lui prendre le micro. Lui a résisté pour pouvoir poser sa question. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. Là, je me suis dit, on arrive à un point qui est quand même très grave. On arrive à un niveau d'agressivité de la part du président qui est presque du jamais vu. C'était vraiment très surprenant. Les médias, de leur côté,
Irrité par la personnalité du président, se serait-il enfermé dans un rôle de donneur de leçons? Pour beaucoup d'Américains, les journalistes ont abandonné leur neutralité pour devenir partisans. Rob Smith travaille chez Fox News. Avant, CNN, c'était la chaîne indépendante, où on pouvait avoir des infos neutres et se faire son opinion. Mais leurs programmes, leurs commentaires maintenant sont tellement anti-Trump qu'ils ont complètement détruit cette réputation de neutralité. Ce conflit avec les médias cacherait en réalité le désir contrarié d'être aimé par cette presse qui adore le détester. Il a toujours cherché désespérément à être respecté par le New York Times, par exemple, qui l'a toujours méprisé, caricaturé comme un clown. Et il a développé un ressentiment vers les élites. Il s'est toujours senti comme le vilain petit canard. Donald Trump est adepte de la méthode forte. Face à l'Amérique qui s'embrase après plusieurs bavures policières contre des citoyens noirs, il se veut intraitable. Dans une conversation téléphonique que s'est procurée CNN, il sermonne les gouverneurs d'État sur le maintien de l'ordre. You have to arrest people and you have to try people, and they have to go to jail for long periods of time. Dominé pour survivre. Il exerce aussi ce rapport de force avec les femmes, comme lorsqu'il est reçu par le couple Macron en juillet 2017. Sur cette vidéo, il accueille la première dame française d'une réflexion déplacée. Des propos misogynes, mais il peut aussi aller plus loin. À 1000 km de New York, dans un petit village de Caroline du Nord, nous avons retrouvé Jessica Leeds. Elle raconte avoir été agressée par Donald Trump, assis à côté d'elle lors d'un voyage en avion. À l'époque, au début des années 80, elle était femme d'affaires. Elle avait 35 ans. J'arrive, je m'assois, et il y avait ce jeune homme à côté de la fenêtre. Il se tourne vers moi et se présente, Donald Trump. Donc je dis bonjour et l'avion décolle. Et sans un mot, sans même me demander la permission. Tout à coup, il essaye de m'embrasser, de me caresser. Et puis c'est devenu une lutte au corps à corps. Ses mains me touchaient de partout. C'était comme un film muet. Et là, au moment où il a mis sa main sous ma jupe, j'ai trouvé la force de me lever. J'ai attrapé mon sac et je suis allée m'asseoir à l'arrière. Elle ne dénonce pas les faits. Mais 2 ans plus tard, elle le retrouve lors d'un gala à New York. C'était une très belle soirée et mon boulot c'était de donner les tickets pour placer les invités à leur table. Et Trump arrive avec sa première femme. Je lui tends le ticket et dans ma tête je me dis « Je me souviens de toi ». Il prend le ticket, il me regarde et me dit « Je me rappelle de vous, vous êtes la grosse pute de l'avion ». Il récupère le ticket, je récupère mon manteau et je rentre chez moi. Elle ne portera jamais plainte, les faits sont aujourd'hui prescrits. Mais une enquête américaine a recensé 26 affaires d'agression sexuelle ou de harcèlement impliquant Donald Trump avant qu'il ne soit président. The President of the United States.
Cet homme, qui inspire au monde entier un mélange de fascination, de crainte et de moquerie, dérange, bouscule. Et son outrance tapageuse déchire l'Amérique en profondeur. Mais celui que personne, pas même lui, n'imaginait il y a 4 ans devenir président, espère faire mentir à nouveau les pronostics. Donald Trump a pris goût au pouvoir, à la puissance. Et il n'a aucunement l'intention de quitter l'arène. Thank you and God bless America.